Bonjour Laurie Marot. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci Bonjour. d'avoir répondu présente à cette invitation. On va commencer peut-être par des chiffres assez éloquents. Est-ce que vous pourriez nous donner le bilan carbone du secteur de la santé ? Alors, le secteur de la santé en France, c'est une estimation. Il y a déjà eu plusieurs travaux scientifiques qui ont été menés au niveau international. Mais d'après l'estimation que nous, on en a faite au sein du Shift Project, présidé par Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui le connaîtraient, c'est autour de 45 millions de tonnes équivalent CO2, donc c'est pas très parlant dit comme ça, mais c'est à peu près, on va dire, entre 6,5 et 8% de l'empreinte nationale. Donc c'est quand même tout à fait significatif. C'est significatif. Est-ce que vous savez quelles sont les parties de ce secteur qui sont les plus émetteurs ? Alors oui, c'était l'intérêt aussi de faire ce travail, c'est d'avoir un diagnostic initial pour savoir en fait où il fallait quel était le plus gros du problème à traiter, on va dire, et par où on devait commencer. Alors c'est parfois un petit peu contre-intuitif parce que donc en premier, on a vu qu'il y avait 30 à 50% des émissions qui étaient dues aux médicaments et aux dispositifs médicaux, avec une incertitude dedans, j'ai bien dit 30 à 50%, parce que effectivement il y a déjà tout un travail à faire sur les facteurs d'émission de ces dispositifs, on pourra en discuter après. Et puis effectivement sur des données plus précises, on a les transports qui vont représenter 15 à 20% des émissions. On va avoir là aussi la consommation d'énergie qui sera autour de 15%, les immobilisations, donc les constructions, le numérique qui va se trouver autour de 9% dans les immobilisations. L'alimentation autour de 6-7%, et puis on va trouver les déchets, les services dématérialisés, les gaz anesthésiants, etc. Tout ça, c'est moins de 2%, enfin c'est 2%, on va dire, au global. Donc c'est à peu près réparti comme ça, sachant qu'il y a 80% de ces émissions qui sont dites indirectes, c'est-à-dire qui ne vont pas se passer au niveau de l'établissement. Elles vont se passer en amont, pendant la production, l'acheminement, ou en aval, pendant le retraitement. Donc, elles sont un petit peu invisibles. Voilà, des données sur lesquelles on ne peut pas forcément agir simplement. Dans tout ce que vous m'avez donné, j'ai l'impression que ça ne va pas être facile de faire quelque chose. Vous parliez par exemple du numérique, mais le numérique, on va l'utiliser de plus en plus. On ne va pas réduire ce poste énergétique. Sur lesquels est-ce qu'on peut vraiment agir aujourd'hui ? Alors, on va l'utiliser de plus en plus si on en fait le choix. En fait, c'est toujours comme ça que ça va. On nous dit, par exemple, là, vous êtes en visio, c'est donc un train de moins. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas condamné à des usages. Ça va être une question d'arbitrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais considérer qu'un déplacement, c'est moins coûteux en carbone que le fait d'utiliser une visio. Mais en fait, savoir si un système numérique, dans son ensemble, est plus ou moins consommateur que un autre type d'activité en visio, c'est quelque chose qui se calcule. Et qui peut s'évaluer, et à partir des diagnostics et des calculs qu'on peut faire avec les données de vie réelle, on peut alors opérer des arbitrages. Mais effectivement, la logique du toujours plus, même dans le numérique, en fait, au bout d'un moment, elle ne fonctionne pas, puisque les services dématérialisés sont totalement matérialisés, reposent sur des supports métalliques, plastiques, sur des câbles électriques, sur des antennes qui sont tout à fait physiques, sur des câbles sous-marins qui sont tout à fait physiques, etc. etc. Donc voilà, c'est une question d'arbitrage, savoir de quoi on a vraiment besoin et qu'est-ce qui nous rend résilients. Alors, quelles solutions concrètes vous pouvez proposer ? Vous disiez qu'il faudrait agir, par exemple, sur l'alimentation des patients. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, dans le rapport, il y a une trentaine de mesures. Je vous invite à aller le regarder. Mais en fait, il va y avoir les mesures qui vont être dites spécifiques, donc qui vont concerner les postes d'émission que j'ai nommés. Donc, par exemple, pour l'alimentation, c'est des choses qui sont assez connues dans les projets de décarbonation d'une manière générale au niveau national. Donc, ça va être, par exemple, avoir une alimentation moins carnée, ça va être avoir une alimentation plus locale, ça va être une alimentation qui mobilise moins d'intrants, donc moins d'intrants azotés notamment, donc plus biologique, tout simplement. Voilà. Donc tout ça, ça va aussi, en plus, ça nous arrange dans le sens d'une alimentation plus équilibrée pour la santé des populations. Pour les déplacements, ça va être pareil, ça va être stimuler des mobilités plus douces ou d'autres types de déplacements, donc déplacements collectifs par exemple, ou parfois remplacer le déplacement quand celui-ci est plus favorable par visio par exemple. Donc c'est le cas des études qui sont faites aujourd'hui sur la télémédecine. L'isolation des bâtiments, ça va revenir aussi beaucoup pour la question des émissions des bâtiments. Donc voilà, il y a plein le retraitement des déchets, etc. Donc il y a plein de pistes qui sont données. Et pour la question des médicaments, il y a aussi l'idée de pouvoir modifier déjà les consommations de médicaments et aussi modifier les process de production et aussi la possibilité de pouvoir relocaliser une partie de cette production.
revenir enfin à cette solution de donner strictement le nombre de gélules, par exemple, dont on a besoin pour un traitement et non pas toute la boîte qu'on jette après? C'est ça, c'est en cours pour certains types de médicaments, effectivement. Alors d'ailleurs, il y a des réflexions qui disent l'usage unique coûte cher. Oui, l'usage, alors ça dépend en fait. Malheureusement, il coûte pas assez cher parce que si ça coûtait cher, on serait tous au réutilisable. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le critère économique est quand même assez prépondérant. Donc, dans un monde où on a l'impression que l'énergie fossile est illimitée et que la matière première est illimitée, effectivement, l'usage unique quelque part va être trop peu cher. Sauf que écologiquement, ça coûte cher et que en fait, on va chercher dans des stocks qui sont pas du tout infinis. Voilà, le plastique, c'est de la pétrochimie. Le métal, c'est des mines de métal qui sont, en plus d'être extrêmement polluantes, ne sont pas infinies non plus. Et donc, pour toutes ces dimensions-là, on n'est pas du tout résilient pour les systèmes de santé en France. On est en train de sortir un papier avec des collègues sur le sujet dans une revue scientifique, le Lancet Planetary Health, ce qui explique bien que les systèmes de santé sont totalement dépendants des approvisionnements pétroliers et métalliques, par exemple, pour fonctionner. Donc, pour des questions de résilience aussi, la sobriété, en fait, elle va être nécessaire. Donc, il vaut mieux l'organiser, la planifier, ce qu'on propose, nous, plutôt que de la subir. Alors, j'ai d'autres réflexions. On trouve encore beaucoup d'emballages individuels sans tri adapté. Le virage écologique n'est pas clairement assumé. Et puis, une question, quelqu'un vous remercie d'être là et demande à ce que vous donniez des exemples. Par exemple, dans son établissement, cette personne voudrait diminuer le reçu à l'usage unique, mais le lavage, la stérilisation, n'est-elle pas plus consommatrice de CO2 et plus chère pour l'établissement privé dont les marges sont faibles et moins aidées que le secteur public? Oui. Alors là, c'est des vraies questions qui sont posées. Aujourd'hui, on a quand même les comparatifs sont assez nombreux pour savoir que le réutilisable vaut le coup dans le temps. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'à l'achat, c'est pas plus économique du tout, au contraire. Et en fait, là, on a un enjeu, donc il faut sortir des mesures spécifiques dont j'ai parlé et reprendre des mesures plus générales au secteur de santé. Et par exemple, le fait de valoriser l'achat du renouvelable est quelque chose aussi du réutilisable, pardon. Et quelque chose aussi qu'on va préconiser dans le rapport. Donc ça, également aussi l'étiquetage des produits avec une sorte d'éco-score pour avoir la visibilité sur les produits qu'on est en train d'utiliser. Et puis même sur les projets de recherche en médecine, en fait. Quel est le coût carbone de ce qu'on est en train d'essayer de développer? Mais le réutilisable, par exemple, souvent quand c'est réutilisable, plus durable, c'est plus cher. Est-ce que dès aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, avec l'inflation, les établissements peuvent se le permettre? Alors, dès aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on rentre dans une période compliquée. La crise énergétique, elle est seulement à ses débuts, malheureusement. Et donc, si on regarde les tendances au niveau mondial, on voit que l'approvisionnement énergétique, il s'essouffle depuis déjà quelques années sur le pétrole conventionnel, par exemple. Donc, on est rentré un petit peu violemment dans cette crise énergétique, mais il va falloir s'adapter à la situation. Et là, le réutilisable, il faut le voir comme une forme d'investissement. Sinon, encore une fois, on va se retrouver certainement dans des situations où on va faire des arbitrages par non-choix. Les laryngoscopes jetables sont devenus réutilisables pendant la crise Covid. Donc, en fait, il vaut mieux quand même, j'insiste, être dans une logique de planification par rapport au fait qu'on aura des difficultés, des tensions, à minima des tensions d'approvisionnement et que c'est important d'être sur des dispositifs qui soient les plus durables possibles, qui à terme seront certainement les plus économiques et qui sont certainement les plus écologiques. Alors il y a encore des réflexions. Mon établissement est isolé et je chauffe à l'électrique. L'obligation de réduire mes consommations d'ici 2030 semble impossible à atteindre, ou la sobriété est difficile à réaliser avec des patients dans des lits. Et puis encore d'autres. Que faire des médicaments non utilisés par le patient, justement? Remarque, si on le donne un par un, ils les utilisent tous, non? C'est l'idée? Oui, alors ça, c'est toujours une grande question. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé tellement de ce qu'on faisait des MNU, des médicaments non utilisés, qui sont aujourd'hui à hauteur de 50%. C'est juste qu'on fait des recommandations pour éviter d'être à 50% de MNU. Bon, il y a déjà des dispositifs, mais c'est plutôt des dispositifs pour incinérer les médicaments qu'on renvoie aux pharmacies, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de ces médicaments qui ont dépassé, par exemple, une date de péremption depuis une semaine,
semaine ou un mois ou un an, est-ce qu'on les traite tous de la même façon? Est-ce qu'on les retraite tous de la même façon ou on les élimine tous de la même façon? Et pour la question de l'électricité, c'est un vrai sujet aussi. Malheureusement, c'est là encore une conséquence indirecte des changements écologiques, puisque c'est aussi la sécheresse qui nous a mis dans une situation où on est moins confortable en termes d'approvisionnement électrique. Et donc là, si l'établissement est déjà isolé, c'est une très bonne chose. Et il peut aussi y avoir des dispositifs qui permettent de calculer les consommations. Et là encore, j'enjoins les personnes à aller regarder dans le détail. Moi, je connais des gens qui me disent que tous les jours, les ordinateurs de tout l'établissement restent allumés H24, par exemple. Et que c'est pas forcément un coût énergétique important. Qui est totalement utile. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question et je ne sais pas si c'est Lamine ou si c'est vous qui pourrez y répondre. On distingue écologie et santé pour les patients et pour les soignants. Pour ces derniers, les soignants, donc comment rendre à ces établissements de soins des luminosités qui concilient et respectent le rythme circadien et qui concilient l'écologie économique d'énergie? Marie? J'ai un point peut-être, puis je laisserai la conclusion, mais en fait, les établissements peuvent montrer l'exemple sur des tas de points. On regarde dans le rapport, on voit bien que les propositions de décarbonation qu'on fait, elles vont jusqu'à moins 50% à peu près de décarbonation. Il faudrait qu'on soit à moins 80 d'ici à 2050. Et donc les 30% qui restent, c'est vraiment allier les politiques de santé et les politiques environnementales, et on revient sur tout ce que vient de dire Serge Morand, notamment sur la question de l'environnement. Je pense que les établissements qui sont quand même des acteurs économiques majeurs sur un territoire, ils peuvent montrer l'exemple sur la question, par exemple, des jardins thérapeutiques, de l'économie circulaire, justement du réutilisable, et également de l'éducation, de la formation presque des usagers et également des soignants, donc du personnel sur ces sujets environnementaux qui sont très mobilisateurs pour les équipes en général. Donc il y a quelque chose à faire au niveau des établissements qui sera favorable à la fois à l'environnement et à la santé. Il y aura aussi un travail de sensibilisation à faire, par exemple, auprès des architectes des bâtiments de France, puisqu'il y a un établissement qui souhaite installer du solaire, mais pour l'instant, les architectes des bâtiments de France s'y opposent. Merci beaucoup, Laurie Marot. Lamine, est-ce que vous voulez intervenir? Juste 30 secondes pour l'usage unique. Je pense qu'on doit revenir au réutilisable, tant au bloc opératoire que dans les services, parce que le coût de l'élimination de ces déchets est aussi exponentielle et consomme du carbone. Donc je pense qu'il faut revenir à une consommation raisonnée et un petit peu, je dirais, à l'ancienne, où on peut réutiliser tant le matériel que l'usage unique. Je pense qu'on doit être établissement de santé, public-privé, à part sur l'énergie. On nous a demandé de climatiser nos bâtiments pour que nos aînés, nos patients, nos malades soient bien l'été. On ne peut pas revenir en arrière. Nos blocs opératoires doivent avoir une température entre 18 et 23 degrés. C'est contrôlable, on ne peut pas changer. Donc on demande un bouclier tarifaire sur l'énergie, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir COEF 5, COEF 6 du prix de l'énergie, c'est pas tenable. Ensuite, sur le déplacement et l'empreinte carbone, alors je vais peut-être lancer un nouvel indice, de calculer l'empreinte carbone de l'émotion liée à la rencontre des gens. On ne peut pas tout faire en visio, ça c'est sûr. On est d'accord, on a plaisir à se retrouver. Laurie Marot, merci beaucoup d'être venue. Il y avait encore plein de questions, donc c'est en tout cas un sujet qui interpelle. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup à vous.